Bonjour à tous. On est en mars 2015, et vous avez sans doute tous déjà entendu parler de Bitcoin. En revanche, connaissez-vous Morteza Rogani? C'est quelqu'un d'assez connu dans la communauté Bitcoin, et je vais vous expliquer son histoire. Morteza Rogani est iranien, il habite à Ispahan, à 500 km de Téhéran, et depuis plusieurs générations, sa famille fabrique des chaussures et les vend. Il possède d'ailleurs 4 boutiques dans sa région, et son commerce marche bien. Depuis 2 ans, il a créé un site web sur lequel il vend ses chaussures. Cependant, vous savez que l'Iran est soumis à des sanctions internationales et qu'aujourd'hui, la plupart des moyens de paiement internationaux, justement, ne sont plus utilisables dans son pays. Il a donc créé un site web, il vend ses chaussures en Bitcoin. Grâce à ça, il les vend aux 4 coins du monde directement. Alors, combien ça coûte en Bitcoin? Une paire de chaussures chez Persian Shoes, ça coûte 0,866 Bitcoin. Pas d'intermédiaire, pas de frais, pas de fraude. C'est là la recette ultime du commerce. Je voudrais continuer mon propos avec une réflexion très importante. Vous avez tous entendu parler de Bitcoin comme étant une monnaie virtuelle. Bannissez ces mots de votre esprit. Bitcoin n'a rien de virtuel. Ce bouclier, ce fusil sont virtuels. La vache que vous allez acheter sur Facebook, c'est virtuel. Bitcoin n'est pas virtuel. Bitcoin est numérique et très réel. Et Bitcoin, ce n'est pas une monnaie, c'est une technologie, un protocole. Je vais vous expliquer ce que c'est avec 3 grandes notions. La première, c'est ce billet. Vous avez tous reconnu, mais est-ce que vous savez véritablement de quoi il s'agit? Quelle est la valeur de ce billet? À quoi sert-il? Et comment est créé l'argent? Alors ce billet ne vaut rien. La notion de valeur intrinsèque, d'ailleurs, ne veut rien dire. Toute valeur est relative. La valeur, c'est l'expression de l'intérêt pour un bien ou un service. Donc en fait, ce billet, il vaut quelques centimes le coût de sa fabrication. Mais il a une valeur d'usage qui vous permet d'acheter un bien ou un service d'une valeur de 20 €. Donc sa valeur est fondée sur la confiance que vous avez dans le système bancaire et dans les États à vous garantir que demain, vous pourrez toujours acheter quelque chose d'une valeur de 20 € avec ce billet. Pour preuve, les vieux billets de 500 € que vous avez hérités de votre grand-mère ne valent plus rien. Et comment est créé l'argent? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. La plus grande partie de l'argent en circulation, c'est la monnaie scripturale. C'est celle qui est sur vos comptes en banque, des 1 et des 0, et le plus possible si vous aimez ça. La monnaie scripturale est créée par le crédit. Comment ça se passe? Demain, je vais à la banque et je vais emprunter 1 000 €. Ne pensez pas que les 1 000 € que la banque va me prêter sont issus des dépôts que vous avez réalisés à la banque. Non, non. La banque va faire un jeu d'écriture. Elle va écrire au passif 1 000 €, c'est-à-dire les 1 000 € qu'elle va me remettre, moi. Et à l'actif, elle va aussi écrire 1 000 € qui correspond à la dette que je vais rembourser. Et l'argent a été créé ainsi. Ces 1 000 € n'existaient pas avant. Désormais, ils existent par le crédit que je viens de faire auprès de la banque. John Galbraith, l'économiste, disait « Le processus par lequel les banques créent de l'argent est si simple que l'esprit résiste à y croire. » Et effectivement, la plupart d'entre vous, peut-être, ne savaient pas que l'argent était créé ex nihilo. Vous avez peut-être reconnu, il s'agit d'un louis d'or. Alors l'or, qu'est-ce que c'est? L'or, c'est une matière première rare. Il en existe 170 000 tonnes sur Terre. Ça représente à peu près un immeuble de 8 étages, c'est pas beaucoup. Et c'est ce qui confère sa valeur en partie, c'est qu'il est rare. L'autre partie de la valeur, c'est qu'il a des applications industrielles ou des bijoux. Et pendant très longtemps, l'or a été une monnaie d'échange. On s'échangeait de l'or et on payait en or. C'est la monnaie valeur. Cependant, l'or a quelques problèmes. On peut facilement contrefaire de l'or. Je peux prendre un lingot et insérer 2 barres de tungstène au milieu. C'est invisible et pourtant ça ressemble à un lingot d'or. C'est difficilement transportable. Vous ne pouvez pas vous balader avec des lingots d'or un peu partout. Et en plus, on ne peut pas diviser l'or comme on voudrait. Arrivé à la poussière, on a du mal à l'échanger. Le prix de l'or n'est pas fixé par une banque ou un État. Personne ne décide que l'or vaudra 35 000 € le lingot aujourd'hui ou demain.
Le prix de l'or est uniquement fondé sur l'offre et la demande, et il s'échange sur des marchés partout dans le monde, à des prix différents d'ailleurs. Ça, vous connaissez également. Vous en avez tous une dans la poche, c'est une carte bancaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte bancaire? C'est à la fois ce bout de plastique dans la poche, c'est une marque très puissante derrière, et c'est aussi un réseau de transactions mondial. Ce réseau a fait ses preuves. Il marche très bien, vous l'utilisez tous les jours, et globalement, il y a très peu d'échecs. Cependant, ces réseaux ont été créés il y a des dizaines d'années. Ils n'ont pas été créés à l'époque d'Internet. Aujourd'hui, la carte bancaire n'est pas un outil de paiement adapté à Internet. La meilleure preuve, c'est la fraude qui croît chaque jour et qui représente aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars par an. D'ailleurs, ce réseau de transactions mondial, pensez-vous qu'il a de la valeur? Qu'il est virtuel? Il est très réel, très concret, et il fonde la valeur des réseaux qu'il supporte derrière. Alors voilà, Bitcoin, c'est un peu un ensemble des trois. Et pour être un peu plus précis, Bitcoin, c'est trois choses. La première, c'est que c'est un actif numérique rare. Ne seront émis que 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, il y en a 14 millions en circulation. C'est en même temps un réseau de transactions peer-to-peer, complètement autonome, sur lesquels circulent les bitcoins, et en même temps, troisième chose, c'est une base de données décentralisée sur laquelle sont enregistrées toutes les transactions bitcoin de façon claire, publique, donc lisible par tous. Ce réseau a plusieurs vertus. Non seulement il est extrêmement résilient par son côté peer-to-peer, il n'y a pas de point central que je puisse couper ou arrêter et qui me permette d'arrêter le réseau, et en plus, le fait qu'il soit distribué réduit drastiquement tous les coûts de circulation des bitcoins dessus. Bitcoin a été créé, inventé par Satoshi Nakamoto. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. C'est un auteur pseudonyme. On ne sait pas trop qui se cache derrière, si c'est une personne ou un groupe de personnes. Mais il a écrit une spécification que vous trouvez sur le site bitcoin.org, 8 pages qui définissent Bitcoin. Le logiciel a été développé derrière, libre, et la première transaction Bitcoin a eu lieu le 3 janvier 2009. Alors, comment ça marche Bitcoin? J'ai représenté ici une adresse Bitcoin. Et avant de monter sur scène, j'ai déposé l'équivalent de 10 €. L'adresse Bitcoin, c'est cette chaîne de caractères que vous voyez, une trentaine de caractères, matérialisée dans un QR code. Cette adresse est publique. Tout le monde peut voir sur cette adresse qu'il y a bien quelques bitcoins correspondant à ces fameux 10 €. Ici, j'ai représenté une clé privée. La clé privée, c'est le mot de passe qui va permettre de dépenser les bitcoins qui sont sur la clé publique, sur l'adresse présentée précédemment. Ça signifie que la propriété de mon équivalent 10 €, elle est matérialisée par cette clé privée. Si je perds cette clé privée, je perds la capacité à dépenser les bitcoins. Si je perds la clé privée, je ne peux plus prouver que je suis bien propriétaire des 10 €. Et donc, comme vous avez compris, je viens de vous afficher ici la clé privée qui va vous permettre de dépenser les 10 € qui sont avant. C'est cadeau, le premier qui les prend, c'est à lui. Alors, Bitcoin, aujourd'hui, on l'assimile volontiers à ce qu'ont été l'email, la voix sur IP et même Internet. Vous vous souvenez des années 90, peut-être, pour certains, quand on disait que l'email venait d'arriver et vous entendiez de la part de vos interlocuteurs, mais t'es gentil, je viens d'acheter un fax à 25 000 francs, il me fait 50 pages minutes, tout le monde a des fax, c'est une tuerie. Ton email, personne n'en a, personne n'a d'accès, je ne vois pas comment ça va marcher. On voit comment les choses ont évolué, et on voit d'ailleurs que les industriels du fax ne sont pas devenus les champions de l'économie numérique aujourd'hui. Après, la voix sur IP, c'est un petit peu le même principe. Les opérateurs télécoms ont freiné des cas de fer pour qu'on ne puisse pas utiliser la voix sur IP sur les accès Internet, et puis finalement, c'est devenu la technologie cœur de métier des opérateurs télécoms. Bitcoin, c'est un peu la même chose, c'est une technologie libre qui vient s'appliquer au monde bancaire et au monde des transactions électroniques. Juste pour ce point, parce que c'est une technologie libre à la mesure du mail ou de la voix sur IP, et que ça s'applique au monde bancaire, ça mérite de s'y intéresser un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Bitcoin? Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est que vous êtes tous retrouvés à vouloir lire des articles sur Mediapart, Les Échos, tout ce que vous voulez, et puis au bout de 3 lignes, dire maintenant il faut payer, il faut s'abonner. Mais moi je ne veux pas m'abonner, je veux juste lire l'article. Je veux faire la même chose que dans la rue, je veux sortir ma pièce de 2 €, la donner, prendre mon journal et m'en aller. En aucune façon,
J'ai envie de m'inscrire, de donner mon numéro de carte bancaire, et ensuite d'être prélevé tous les mois et compagnie. Je veux juste payer instantanément. Mais ce n'est pas possible, car la structure de coût des transactions carte bancaire ne permet pas de le faire. Deuxième exemple, si ici je vous demande de m'envoyer 10 € électroniquement, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire parce que même si on parle la même monnaie, même si on a les mêmes opérateurs télécoms, tous les systèmes sont privatifs. On est encore à l'heure du Minitel dans le domaine du paiement. Il n'y a pas d'interopérabilité. Et Bitcoin vient apporter la brique d'interopérabilité pour le paiement électronique. Alors évidemment, le terrain de jeu sur lequel on s'attaque, c'est celui des banques et des États. Ils sont assez puissants et très rapidement, ils ont eu peur. Peur parce qu'ils n'ont pas compris que Bitcoin était une technologie libre. Et cette peur, elle a entraîné des réactions assez violentes que vous lisez encore tous les jours, puisqu'on vous parle de Bitcoin, de blanchiment et de financement du terrorisme. Je rappelle juste que 100% du blanchiment passe par des banques supervisées aujourd'hui, et que le meilleur moyen pour faire du black, c'est le billet de banque. N'utilisez surtout pas Bitcoin, toutes les transactions sont publiques et inscrites indéfiniment. Et donc, face à ça, la question qui se pose, ne serait-elle pas plutôt de savoir comment est-ce qu'il faut appréhender les nouvelles technologies ? L'exemple qui se pose de nos jours, c'est celui du drone. Vous avez vu, il fait l'actualité depuis quelques semaines. Le drone est une innovation. Représente-t-il une menace? C'est un vrai sujet, et c'est la même chose pour Bitcoin. Bitcoin, c'est une invention qu'on ne peut pas désinventer. Et c'est une innovation qui est porteuse d'avantages plus que de risques, à condition de l'adopter, de la maîtriser et de la comprendre. S'il a fallu simplement 42 000 lignes de code pour complètement bouleverser l'industrie bancaire, ça veut dire qu'on peut très bientôt changer le monde, et je vous invite à y prendre part en rejoignant Bitcoin. Merci.